Avant de commencer, je vais vous donner quelques petites consignes d'ordre logistique. Donc, la session est en français. I'm going to translate right after. Donc, la session sera en français avec une traduction simultanée en anglais. Et pour choisir la langue, vous devez cliquer sur le bouton qui a la forme d'une planète, donc au milieu de la bande qui figure en bas de votre écran. So before we get started, just a few logistical settings and instructions on language. So the session will be in French with simultaneous translation into English. And to choose your language, you must click on the button with the shape of a planet, which is in the middle of the strip at the bottom of your screen. And if you have any problem accessing the English translation room, you can let us know in the chat. So in the button with the at the bottom of the screen, also in the form of a bubble, and we'll try to find a solution. All good. Okay, so normally you can have access to the translation. Good. On a 13 personnes connectées. Très bien, mais on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Nous sommes très heureuses de vous voir si nombreux et nombreuses connectés aujourd'hui pour ce premier webinaire du Consortium méditerranéen pour la biodiversité. Celui-ci aura une durée de 2 heures et sera co-animé donc, par Salima et moi-même de l'équipe de la facilitation du projet RESCOM et par Marion Vidcock, chercheuse en écologie de la santé au sein de la Tour du Valat, donc qui est l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes et également membre du consortium. Donc pour redonner peut-être quelques éléments de contexte avant de démarrer la session, donc, il s'agit du premier webinaire organisé dans le cadre du Think and Do Tank du consortium, qui, comme vous le savez, regroupe plusieurs organisations régionales de conservation de la nature intervenant en Méditerranée depuis de nombreuses années maintenant. Donc, pour les citer, vous voyez les logos apparaître sur la présentation. Et on a donc l'Association internationale des forêts méditerranéennes, l'initiative Petites îles de Méditerranée, MedPan, l'UICN Med, l'initiative MedWet, la Tour du Valat, WWF France, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Et l'objectif avec ce consortium, c'est que la volonté de mieux travailler ensemble de façon complémentaire au niveau de différents écosystèmes, avec les partenaires, bien sûr, régionaux et nationaux autour du bassin méditerranéen. Donc, dans le cadre du projet RESCOM, le consortium a mis en place un Think and Do Tank, donc, qui a vocation à être une plateforme informelle de réflexion, d'échange de connaissances et d'expériences sur des concepts utilisés au niveau international dans les domaines de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique, comme par exemple les solutions fondées sur la nature ou le concept Une seule santé qu'on va aborder aujourd'hui. Et l'objectif du Think and Do Tank, c'est de pouvoir outiller et accompagner les gestionnaires d'espaces naturels, donc partenaires, dans l'application et la déclinaison concrète de ces concepts sur le terrain. Le consortium a choisi d'orienter les premiers travaux du Think and Do Tank sur le concept Une seule santé, One Health, donc qui s'intéresse aux interactions entre santé humaine, animale et des écosystèmes. L'objectif de cette première session est double. Il s'agira à la fois donc de présenter l'approche et les enjeux associés à ce concept, en lien avec les activités de gestion des espaces naturels et de restauration écologique, et également d'identifier et de faire remonter vos besoins, problématiques et les difficultés éventuelles auxquelles vous pouvez être confrontés en tant que gestionnaire des espaces naturels, en lien avec la prise en compte de ces enjeux de santé, afin d'identifier notamment les thématiques sur lesquelles orienter les futurs travaux du Think and Do Tank pour répondre vraiment à vos besoins.
Donc, ce webinaire est à visée interactive à travers notamment le lien Mentimeter que vous avez reçu par mail hier, normalement, et qu'on a remis dans le chat auquel vous pouvez accéder à travers votre téléphone portable ou directement votre ordinateur. Et un temps d'échange sera également prévu à la toute fin, mais je laisse Salima compléter pour les consignes concernant le déroulé du webinaire et ensuite on pourra démarrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous expliquer brièvement le déroulé de la session d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, la session va durer 2 heures. Nous commencerons par une présentation d'environ 1h15 à 1h30, suivie d'un temps d'échange et de réponse aux questions à la toute fin. Pour les questions, comme vous l'a expliqué Marion, vous pouvez les écrire dans le Q&A ou dans le chat si vous le souhaitez. Il n'y aura pas de prise de parole durant la présentation, mais vous pouvez lever la main à travers l'émoticône pour intervenir lors du temps d'échange à la fin. Donc, cette session, elle se déroulera en français, mais vous avez du coup l'option, comme vous l'a indiqué Marion, de traduction en simultané en anglais. On va afficher du coup le lien qui est normalement déjà dans le chat pour accéder à Mentimeter et le QR code qui apparaîtrait dans un diaporama un peu plus tard pour accéder au questionnaire. Donc, nous vous invitons à répondre ou via l'ordinateur ou via votre smartphone directement. Et aussi, on vous informe que la session va être enregistrée, que vous recevrez l'enregistrement ainsi qu'un petit récapitulatif avec quelques questions du webinaire dans les jours qui suivent. Voilà. Donc, j'espère que vous apprécierez le webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Marion et à Salima. Donc, comme le disait Marion, je suis Marion Vitecoq, chargée de recherche ici à la Tour du Valat et responsable de tout notre volet d'études sur l'écologie de la santé ou l'approche One Health dont on va parler aujourd'hui. Et donc, comme le disait Marion, le but aujourd'hui, ça va être bien sûr de parler de l'approche Une seule santé, mais vraiment d'essayer de le faire en étant dans le concret pour vous, dans ce qui peut toucher à la gestion des espaces naturels, ce qui peut toucher à votre quotidien. Et donc à la fois redire tout ce que ça peut impliquer pour vous, donner des exemples concrets et ensuite échanger sur ce avec quoi vous avez été en lien sur ces problématiques-là, sur ce à quoi vous avez été confrontés et les actions que vous avez déjà pu mettre en place ou que vous pourriez aimer mettre en place par la suite. Alors, il faut juste que je me remette sur le diaporama pour qu'il puisse défiler. Hop, excusez-moi. Voilà, donc comme ça va être assez dense, je vous remets un petit peu le déroulé de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais quand même redonner des éléments assez larges sur l'approche One Health, mais ensuite je vais vraiment cadrer sur ce qui peut toucher votre travail au quotidien et essayer de structurer un petit peu, parce que on verra, c'est un concept qui est vraiment très large. Donc, essayer de vous donner une vision un peu claire de tout ce que ça peut impliquer, notamment à travers tous les impacts des pathogènes et des polluants sur les populations que vous conservez, mais aussi sur vous-même et sur, par exemple, les populations d'élevage qui peuvent être aussi présentes dans les espaces que vous gérez. Ensuite, on parlera des actions que ça peut impliquer et on conclura. Et comme vous l'a expliqué Marion, au fur et à mesure, comme on est assez nombreux, il n'y aura pas d'espace d'échange pendant la présentation d'échange à l'oral, mais par contre, il y aura différentes questions auxquelles vous pourrez répondre de manière interactive, puisque comme ça, je pourrai adapter un petit peu mon discours à vos attentes au fur et à mesure. Et donc, vous retrouvez ce que vous avez normalement dans le chat ici. Donc, à la fois le code numérique, si vous voulez vous connecter par le site internet de Mentimeter, ou bien le QR code que vous pouvez flasher directement avec votre smartphone pour répondre aux différentes questions. Et pour voir si vous arrivez à vous connecter sur cette plateforme-là, on peut commencer. Avant que je vous dise quelque chose sur One Health, juste vous dire, bah, vous, quand on vous dit One Health, à quel mot-clé ça vous fait penser et vous pouvez rentrer 1 à 3 mots-clés sur cette page Mentimeter à laquelle vous devez pouvoir vous connecter. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez l'expliquer sur le chat, on essaiera de vous guider.
Donc là, ça va faire apparaître au fur et à mesure un nuage de mots que je peux commenter également au fur et à mesure. Donc là, je vois par exemple apparaître résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est pas forcément la chose qui vient en premier lieu comme premier mot-clé en général, mais effectivement, ça fait partie à la fois du côté pollution, puisque les résidus d'antibiotiques peuvent être considérés comme des contaminants, et à la fois comme le côté pathogène, puisque quand on parle de résistance aux antibiotiques, on parle également de bactéries, donc de pathogènes, qui peuvent être un problème. Alors en général, ils sont plutôt un problème pour la santé humaine, mais on verra que ça peut aussi être un problème dans certains cas pour les populations sauvages. Par exemple, dans le cas de populations à faible effectif, comme des rapaces, qu'on va être dans la capacité de soigner quand elles présentent des souches multirésistantes. Donc, on voit le terme des communautés en bonne santé. Donc là, ce qui est intéressant avec le terme communauté, c'est que ça n'exclut aucune espèce. Donc on peut imaginer, et ça commence à nous introduire le terme, qu'on peut être à la fois sur du végétal, sur de l'animal et sur de l'humain, parmi le règne animal, et qu'on peut être à la fois sur du domestique et du sauvage. Le terme Covid, ça nous montre aussi que cette approche One Health, bien qu'elle existe depuis très longtemps, au moins depuis qu'il y a des efforts conjoints entre le monde de la médecine vétérinaire, de la médecine humaine et de la conservation pour travailler sur les grippes aviaires, donc au moins depuis une quinzaine d'années. On parle de One Health, mais on en parle beaucoup plus, bien sûr, depuis le Covid, qui est un très bon exemple de pathogène qu'on partage entre humains, faune sauvage et éventuellement d'autres espèces animales domestiques, comme des mustélidés par exemple. Donc, je vois écosystème, effectivement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais on verra que, bien sûr, c'est ce qui nous préoccupe, nous, acteurs de la conservation, mais souvent, c'est un élément qui est oublié par d'autres acteurs quand on parle de One Health. Le One Health est souvent centré principalement sur la santé humaine, secondairement sur la santé des espèces domestiques, et souvent, l'écosystème est plutôt le parent pauvre de cette approche-là. Donc, je vais voir s'il y a d'autres réponses qui s'activent. Sinon, on va passer à la suite. De ces mots-clés-là, on voit qu'on est en train de parler entre personnes qui travaillent dans la conservation, puisque, par exemple, quand je vais être amenée à intervenir auprès de médecins ou auprès de vétérinaires, eux vont complètement oublier cet aspect écosystème. Et par contre, ils vont me sortir des termes du type hôpital, du type élevage, du type épidémie, épizootie. Donc vraiment, ce qui va avoir trait à la santé publique et à la santé en élevage, qui sont vraiment les deux volets qui sont en général plus développés. Donc, s'il n'y a pas d'autres termes qui sortent, n'hésitez pas à dire si ça ne fonctionne pas pour vous, Mentimeter. Sinon, on peut passer, je ne sais pas, mes collègues, il n'y a personne qui est bloqué sur Menti. Donc, du coup, on va passer à la suite. Donc, merci. Ah, si, Vector Species. Donc, effectivement, les espèces vectorielles, on y reviendra. En particulier, quand on travaille sur les zones humides, par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les questionnements des acteurs du territoire. Même s'ils ne pensent pas aux maladies ni à l'impact des écosystèmes sur ces maladies chez les humains, tout de suite, ce qui va revenir, par exemple, dans leur questionnement, c'est les vecteurs, et notamment toutes les maladies vectorielles, telles que la dengue, le chikungunya, par exemple, qui sont bien dans les questionnements des acteurs de l'aménagement du territoire, par exemple, dès qu'on parle d'une zone humide. Mais on va voir qu'il y a bien plus que l'antibiorésistance et les espèces vectorielles dans ce concept de One Health, y compris quand on parle des pathogènes. Alors, quand on parle de One Health, c'est bien sûr tout ce qui touche aux liens forts qui existent entre santé humaine et santé animale et santé des écosystèmes. Donc, dire qu'on applique une approche One Health, c'est d'une part dire qu'on ne peut pas s'affranchir de prendre en compte ces liens, et d'autre part que pour prendre en compte ces liens, on est obligé d'avoir une approche multidisciplinaire. On ne peut pas avoir une discipline qui va répondre à un challenge de santé, qu'il soit de santé publique, de santé vétérinaire ou de santé des écosystèmes. Avec une seule discipline, ça ne marche pas. Encore une fois, c'est un concept très très large. Alors, sans aller dans les détails de ce qui est marqué dans ce schéma-là, ça recouvre énormément de choses, de différents concepts de l'écologie, différents concepts de la santé humaine,
différentes échelles, à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la communauté, à l'échelle de la population, etc. Aujourd'hui, on va vraiment rester dans le cadre de ce qui nous intéresse, nous, gestionnaires d'espaces naturels. Alors, quand on se place dans ce cadre-là, de gestionnaire d'espaces naturels et donc de problématique de la conservation de la biodiversité, un des premiers éléments qui explique pourquoi c'est intéressant d'avoir cette approche One Health, c'est de dire les crises sanitaires auxquelles on assiste, telles que la crise du Covid par exemple, mais aussi telles que les crises des grippes aviaires, elles ont les mêmes sources finalement que la crise de la biodiversité actuelle. Et ces sources, ce sont bien sûr les changements globaux. Donc, on pense tout de suite au changement climatique, mais il y a bien sûr toutes les autres composantes des changements globaux, telles que la pollution, les nouvelles pratiques agricoles, par exemple l'élevage intensif et les larges échanges internationaux qu'il implique, les espèces invasives, la démographie humaine, bien sûr, qui implique que les humains représentent un compartiment de circulation des pathogènes qui est beaucoup plus important, la surexploitation des habitats, etc. Et donc, tout cela, comme je disais, ça fait longtemps maintenant, ça fait au moins une bonne quinzaine d'années que ça a suscité la nécessité de prendre en compte à la fois la santé et l'écologie pour être capable de faire face à des challenges qui touchent à la fois la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et donc, c'était notamment le cas, on y reviendra, pour les grippes aviaires. Et c'est à partir de là, de ce type de thématiques que sont les grippes aviaires, qu'on a travaillé, nous, écologues, de plus en plus avec les vétérinaires et le monde médical pour comprendre une circulation de pathogènes qui se fichent un petit peu des barrières interespèces. Elles existent puisqu'il y a des sensibilités différentes entre espèces, mais elles ne sont pas infranchissables et donc certains pathogènes vont franchir allègrement les barrières interespèces et donc il faut que les spécialités, les spécialistes qui travaillent sur ces différentes espèces, humaines, animaux d'élevage et animaux sauvages, travaillent ensemble. Donc, le cadre aujourd'hui, ça va être de regarder les différentes menaces, entre guillemets, qui correspondent à ce champ qu'est l'écologie de la santé ou l'approche One Health, qui vont être principalement, et on verra que ça peut s'élargir à d'autres choses dans votre quotidien, mais on va parler principalement de différentes formes de pollution. Donc, ça peut être très large, ça peut être les pesticides, ça peut être les métaux lourds, ça peut être les résidus de médicaments. On va parler de maladies infectieuses, donc de pathogènes. Et puis, on va parler aussi d'effets indirects et notamment des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour gérer ces risques sanitaires. C'est-à-dire que quand on va gérer les risques liés à une maladie humaine ou pour limiter les cas dans des élevages, souvent, on va avoir des impacts aussi sur les écosystèmes environnants. Par exemple, quand vous traitez une population humaine, les résidus de ces médicaments, par exemple d'antibiotiques, se retrouvent dans les écosystèmes. Quand vous traitez un élevage, même chose. Donc, on va avoir les impacts des mesures de contrôle des risques sanitaires sur les écosystèmes. Et puis, on verra qu'on peut élargir un petit peu le champ avec d'autres contributions que peuvent avoir les réserves naturelles, les espaces naturels en général, sur la santé humaine. Et par exemple, être des acteurs de certains traitements, par exemple des traitements de maladies neurodégénératives. Alors, dans un premier temps, comme je disais, on va essayer de structurer un peu votre vision de qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette approche un peu fourre-tout qu'est l'approche One Health. Et donc, d'abord, quand on parle de pollution et de pathogènes, concrètement, ça veut dire quoi dans ce que vous pouvez être amené à expérimenter au quotidien, dans ce à quoi vous faites face. Donc, les premiers éléments les plus simples, on va dire, et ceux que vous expérimentez au quotidien, c'est vraiment les impacts directs de la pollution et des pathogènes. Donc, en termes de pathogènes, on peut rappeler quand même dans un premier temps que les virus, les bactéries, les parasites font partie de la biodiversité. C'est normal qu'ils sont là. Et c'est souvent pas leur présence en elle-même un problème, c'est un changement de contexte. Le changement de contexte va faire que on va avoir une mortalité importante et donc un problème de consommation dans une population sauvage. Et souvent, ça va être beaucoup plus pratique parce que les populations touchées sont déjà à faible effectif d'une pollution, telle que la perte d'habitat ou l'exploitation directe. Exemple très actuel, mais qui existe depuis quelques années, la circulation est là le problème de conservation est là depuis 2 à 3 ans. Les épidémies de grippe aviaire
Les pavières, ce sont des virus dont le réservoir est dans la faune sauvage, c'est vraiment les oiseaux sauvages, les oiseaux d'eau. On a parmi ces souches seulement quelques-unes qui vont être hautes et qui vont donc être très virulentes et causer une mortalité chez les sauvages. Et ces fortes mortalités de masse, elles n'existent, comme je disais, que depuis 2 à 3 ans en faune sauvage, a priori du fait de différents facteurs, et notamment la circulation de nouvelles souches, H5N1 principalement, pour lesquelles les espèces vont avoir des sensibilités très différentes, mais pour certaines espèces, par exemple les pélicans, on va avoir des fortes mortalités. Et donc, vous voyez ici, on a aussi des photos de choux de bassin pour lesquels on a eu des très fortes mortalités sur pas mal de colonies dans différents pays, dont la France, l'Angleterre, le Canada, par exemple. L'année dernière, et puis on a eu beaucoup de mortalité chez les laridés, chez les sternes, chez les goélands, chez les mouettes. Il y a eu aussi des mortalités de vautours, c'est pour ça que je vous ai mis la photo ici. Donc voilà, un exemple, un pathogène qui, par sa circulation, a un impact fort en conservation. C'est un exemple qui est valable aussi pour les polluants. Là encore, malheureusement, on a beaucoup d'exemples où on va avoir parfois des épisodes de mortalité aiguë dus à la présence d'un type de polluant. Et là, je vous ai mis l'exemple des plastiques qui sont omniprésents maintenant sur toute la planète. Et pour certaines espèces, ils vont être particulièrement problématiques. Donc, notamment les oiseaux marins. Donc là, je vous ai mis des poussins de goéland leucophées parce que c'est une espèce urbaine ici dans le bassin méditerranéen très présente et donc qui est très exposée au plastique, pour laquelle on va étudier les impacts. Sur cette espèce-là, les impacts vont être plutôt à long terme. Alors que sur d'autres, parce qu'elle est capable de recracher une grande partie des plastiques qu'elle va avaler, alors que sur d'autres espèces, comme des albatros par exemple, qui ne vont pas être capables de régurgiter, ben, ça va être des mortalités beaucoup plus importantes, parce qu'en fait, le tube digestif, non seulement va être inflammé par la présence des plastiques, mais aussi en fait, va se remplir tout simplement de plastique et donc ne va plus laisser la place à des éléments nutritifs et ils vont mourir de faim, plus les étranglements, etc. Donc voilà un exemple d'un polluant qui apporte des mortalités directes et importantes et donc qui est directement une menace pour la conservation de certaines espèces. Maintenant, il y a d'autres impacts qui sont très nombreux, qui sont souvent plus difficiles à suivre et qu'on ne voit pas forcément au premier abord, et donc qui sont des impacts indirects. Donc pour vous donner un exemple d'impact indirect de pathogènes, on peut donner le cas du lapin. Donc, c'est vrai pour au moins toute la partie nord-ouest du bassin méditerranéen, où on va avoir des populations de lapins qui ont beaucoup baissé. Donc là, il y a un problème direct dû au pathogène, dû à l'arrivée de la myxomatose, puis de la maladie hémorragique du lapin, donc dû à un virus, donc la première dans les années 50, la deuxième dans les années 80. Et ces deux maladies ensemble ont fait baisser très fortement les populations de lapins. Donc ça, c'est un impact direct. Mais l'impact indirect, c'est que ce lapin, c'est d'une part un brouteur de plein d'espèces végétales. Et donc, s'il n'est plus là, en fait, les communautés végétales vont évoluer différemment. Et notamment, pour certaines zones, on peut avoir une fermeture des milieux, par exemple avec la filaire qu'on voit ici en bas. Et puis, c'est aussi une proie principale de beaucoup d'espèces de prédateurs. Et ces prédateurs, comme le lynx ibérique qu'on voit à gauche, vont avoir du mal à trouver une autre ressource aussi abondante. Et donc, le prédateur va aussi avoir sa population qui va faire face à cette nouvelle pression. Et l'impact du pathogène va se faire sur l'ensemble de l'écosystème où était présent le lapin et pas seulement sur le lapin lui-même. Donc ça, c'est un exemple d'impact indirect. On peut avoir bien sûr la même chose pour des polluants. Donc là, on va montrer un mécanisme un peu plus complexe. On se place dans un écosystème aquatique. C'est des écosystèmes où les polluants sont très présents. Notamment, comme je disais, parce qu'on a tous les effluents et des villes et des élevages qui vont s'écouler dans les espaces aquatiques, souvent avec un traitement qui n'est que partiel. Et donc, on va avoir les communautés de poissons qui sont affectées par ces polluants, par exemple, qui vont développer des cancers. Alors ça a été montré dans plein de zones différentes, notamment les poissons qui vont être le plus en contact avec le sédiment de par leur écologie vont être les plus affectés par les cancers directement liés aux polluants. Donc ça, c'est un impact direct sur ces poissons-là. Mais pour la communauté, ça va avoir un impact aussi, qui est qu'en fait, ces poissons-là vont disparaître ou en tout cas vont être moins présents. Et donc, la communauté va être complètement chamboulée
par la disparition de toute une partie des espèces qui étaient présentes dans la communauté, ou en tout cas la diminution de son abondance. Donc là encore, un effet indirect qui est souvent plus difficile à avoir que l'effet direct et auquel on ne pense pas forcément tout de suite. Un autre exemple d'effet indirect, là, à prendre en compte dans des actions de conservation, c'est celui du microbiome. Alors, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le microbiome, mais on apprend de plus en plus son importance, et notamment son importance dans le bon fonctionnement du système immunitaire et du système digestif. Et donc là, vous avez un exemple dans lequel c'est un programme de réintroduction des grues en Amérique du Nord. Et on va élever des jeunes grues. Et en fait, on s'aperçoit que ces jeunes grues, alors on va pas aller dans le détail forcément de tous les graphes, mais en gros, vous avez dans les graphes à gauche les problèmes respiratoires en violet. Et on voit que du coup, ils vont avoir des problèmes beaucoup, comment dire, pas que je vous perde avec le graphique. En gros, on avait des gros problèmes de mortalité sur les bébés de grue, sur les poussins de grue, si on n'intervenait pas du tout sur le microbiome dans ce système où on va artificiellement élever, comme on le voit avec des individus qui se déguisent pour élever les poussins. On va avoir beaucoup de poussins qui vont avoir une mortalité liée à des problèmes respiratoires. Et en fait, on s'est aperçu que si on donne à manger le microbiome d'un donneur sain, d'un adulte sain au poussin, comme il l'aurait eu avec son parent qui lui aurait régurgité à manger, eh bien, on va rétablir le microbiome du poussin et donc on va le rendre capable de mieux lutter contre ces maladies respiratoires et du coup, on va avoir un taux de survie bien plus haut. Donc, c'est un exemple d'action de conservation dans laquelle, si on ne prend pas en compte le microbiome, ben, on va avoir un succès bien moindre que si on est capable de le prendre en compte. Ensuite, dans les autres impacts indirects, on peut penser aussi aux interactions entre les différentes pressions qui impactent nos populations sur lesquelles on travaille. Comme je disais au départ, on a beaucoup de pressions en même temps sur les habitats, du fait des espèces invasives, etc. Et toutes ces pressions, elles jouent ensemble. Et donc, par exemple, on sait bien que les pathogènes vont avoir une influence importante sur le succès ou non des espèces invasives. Donc, vous avez ici un exemple sur des espèces de poissons. Une nouvelle espèce de poisson en rouge arrive dans une communauté native en bleu. Et elle arrive, alors on peut imaginer avec des helminths, des vers. Et en fait, elle, le plus souvent, la plupart des pathogènes qu'elle va emmener avec elle, elle est adaptée à eux, donc elle est peu affectée par eux. Et en fait, elle va apporter son pathogène avec elle, qui potentiellement va lui affecter les populations qui n'ont pas coévolué avec lui, et donc va amener une mortalité dans les espèces natives qui n'est pas présente dans l'espèce introduite. Et donc, ça va être un avantage sélectif aussi pour cette espèce-là. Et donc, les pathogènes peuvent contribuer à des invasions en étant portés par ces espèces invasives. Donc ça, c'est un exemple de pression qui joue ensemble, l'espèce invasive et le pathogène. Autre exemple, sans rentrer dans les détails, le même principe. Là, on est entre les espèces captives, donc là pour le coup les espèces domestiques d'abeilles et les espèces sauvages d'abeilles. Et ça illustre à la fois donc, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spillover, c'est-à-dire une espèce, donc ici les espèces domestiques d'abeilles qui apportent un pathogène ou un parasite vers les espèces sauvages, mais on peut aussi avoir des effets de facilitation, c'est-à-dire des pathogènes qui sont déjà là, mais en fait ils vont trouver dans cette nouvelle espèce une espèce qui contribue beaucoup à leur cycle sans forcément lui faire beaucoup de tort, et donc ça va accentuer la présence et les impacts de ces pathogènes qui étaient déjà là. Et en même temps, on va avoir aussi une compétition plus forte du fait que cette nouvelle espèce, donc cette nouvelle espèce d'abeille va faire qu'on a plus de compétition, par exemple, sur les ressources alimentaires. Et du coup, les abeilles vont être moins capables
du fait de ces compétitions accrues, de faire face aux pathogènes qui étaient déjà là eux aussi. Donc même si elle n'apporte pas un nouveau pathogène, elle va quand même chambouler le rapport entre les espèces natives et les pathogènes qui étaient déjà présents, du fait de ces compétitions accrues par exemple, ou du fait de ce nouvel hôte qui arrive dans la communauté et qui peut faciliter et amplifier la transmission d'un pathogène déjà présent. Ensuite, alors j'ai fait exprès de ne pas le mettre en premier puisque c'est ce qui vient souvent en premier à l'esprit. Bien sûr, ces pathogènes et ces polluants, ils impactent aussi la santé des élevages, la santé vétérinaire et la santé des humains. Et ça nous paraît évident, mais ce qui n'est pas forcément évident pour nous, c'est de dire, nous, en tant que gestionnaire d'espaces naturels, on est particulièrement en première ligne de ce risque-là, puisque comme on va manipuler de la faune sauvage, on va être dans les écosystèmes naturels, on est en fait exposé à des pathogènes très divers en lien avec ce métier particulier, et ça, on n'y pense pas forcément. Donc, des exemples que vous connaissez sans doute, la maladie de Lyme et l'échinococose alvéolaire, donc la première transmise par les tiques et la seconde transmise par exemple par des végétaux qui vont être souillés par les fesses des renards. Donc ça, typiquement, ça veut dire qu'il faut être conscient de ces risques-là, j'y reviendrai, et à la fois faire attention pour s'exposer le moins possible et être conscient, quand même qu'on s'expose, pour être vigilant sur nos symptômes notamment. Je reviendrai quand on parlera des actions sur ce que ça implique pour notre vie au quotidien. Un exemple maintenant de ce que je présentais au début, c'est-à-dire quand on essaye de traiter un problème, par exemple vétérinaire ou humain, comment ça peut impacter les populations sauvages. Ici, vous avez un des premiers exemples pour la France, mais pour l'Europe en fait, où on va prendre en compte finalement une approche One Health parce qu'on va se dire ce problème qui est un problème de santé publique, en l'occurrence la rage vulpine, ça va être un problème qu'on ne va pas être capable de traiter si on ne prend pas en compte la faune sauvage. En l'occurrence, on avait des renards qui portaient cette rage assez fréquemment, notamment dans le nord-est de la France. Et donc, on s'est dit, pour arrêter cette circulation chez les renards et donc limiter le risque pour les humains, comment on va faire? Donc, la première solution, c'est ce qu'on voit en rouge dans le graphique. Eh bien, donc là, on est à la fin des années 70, début des années 90, on va dire, on va payer les gens pour continuer de tuer un maximum de renards par le piégeage. Et puis, on va voir si on arrive comme ça, en incitant au maximum cette pratique qui était déjà en cours. Si on arrive à éradiquer le problème. Et on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est la courbe rouge que vous voyez du nombre d'animaux enragés. On voit que ça continue d'augmenter malgré ces incitations assez fortes à piéger et à tuer les renards. Et en fait, comment on va réussir à assez rapidement éradiquer ce problème-là et non pas éradiquer ni la maladie ni les renards, eh bien, on va réussir à vacciner oralement les renards, c'est-à-dire on va leur mettre des appâts qui vont contenir le vaccin. Et donc, on va non pas les tuer, mais les vacciner. Et donc là, ça montre qu'on a mis en place une approche où on prenait en compte la faune sauvage pour limiter un problème plutôt de santé publique, qui était le problème de la rage vulpine. Et ça, c'est des thématiques qui sont encore complètement d'actualité. Donc, ça rappelle que dans la plupart des cas, en tout cas à large échelle, on n'est pas capable, même sans prendre en compte les considérations de conservation, de toute façon, on n'est pas capable d'utiliser l'abattage comme un moyen efficace de lutter contre la circulation d'un pathogène à large échelle en faune sauvage. Et donc, il faut d'autres systèmes tels que la vaccination. C'est notamment ce qui est testé pour la brucellose, pour la tuberculose en Angleterre pour les blaireaux. Maintenant, on peut parler aussi au-delà des liens indirects. Donc, j'ai dit que toutes ces pressions, elles s'exerçaient ensemble. On a parlé des polluants et des pathogènes. Ça veut bien sûr dire que pollution et maladies infectieuses jouent comme deux pressions ensemble sur les populations sur lesquelles nous travaillons, sur nous-mêmes et sur les élevages. Et là, on en a une bonne illustration. Donc là, on se trouve dans une décharge en Inde, mais ça pourrait être un peu partout dans le monde, où on va avoir à la fois des oiseaux sauvages, du bétail et des humains. Donc là, encore une fois, on se trouve dans un pays comme l'Inde, mais on pourrait très bien être dans une décharge. Nous, avec notre équipe, on travaille sur les goélands leucophées qui se nourrissent beaucoup en décharge. Et dans les décharges, alors certes, on ne va pas avoir des vaches, mais par contre, on a bien sûr des humains qui sont très présents. Donc, on a vraiment
à la fois faune sauvage et humain, et des polluants bien sûr dans les déchets. Et dans ces déchets, il y a aussi beaucoup de pathogènes. Par exemple, si on recherche des bactéries antibiorésistantes, on va en trouver une grande diversité également dans les décharges. Et donc, pathogènes et polluants affectent de la même façon les humains et la faune sauvage dans ce type de lieu. Et donc, il y a des interactions entre ces deux pressions, interactions qui vont jouer notamment sur le système immunitaire, mais aussi de façon plus complexe. Par exemple, il a été montré chez des poissons que, encore une fois, ils ont des vers, et ces vers-là, pour certains, vont accumuler les polluants qui arrivent dans leur tube digestif, et quand les vers vont mourir, parce qu'ils meurent beaucoup plus vite que les poissons eux-mêmes, ils vont permettre d'excréter les polluants. Et donc, parfois, en fait, être parasité, ça va être, dans certains écosystèmes pollués, ça va être avantageux, puisqu'on va être capable, en excrétant ces parasites, d'excréter aussi des polluants. Et puis, on va avoir, on en a déjà parlé, l'émergence de résistance quand il y a la présence de résidus d'antibiotiques. Donc là, c'est pour la résistance aux antibiotiques, mais ça peut être le cas aussi, la présence de résistance des populations de moustiques à certains insecticides qui se mettent en place dans des écosystèmes, etc. Et un autre exemple, là encore sans rentrer dans les détails, souvent on oublie la santé végétale quand on parle de l'approche One Health, mais en théorie elle en fait partie également. Et donc qui dit santé végétale dit aussi par exemple certains pesticides, certains traitements des cultures qui là aussi vont être associés à un certain nombre de polluants dans les écosystèmes autour des plantations. Et cette pollution va pouvoir impacter les populations qui sont présentes. Donc par exemple, nous, on travaille actuellement sur une tortue d'eau douce, donc la cistude d'Europe, qui est en déclin et qui est présente dans beaucoup d'écosystèmes aquatiques et qui potentiellement pourrait être impactée par ces différents pesticides qui sont présents dans l'eau du fait des traitements qui visent à augmenter la productivité, mais donc en gérant la santé végétale. Alors ça, c'était la première partie pour vous parler rapidement, mais en essayant de structurer un peu les choses, des différents impacts des polluants et des pathogènes sur les populations sur lesquelles vous travaillez. Donc là, une autre question, c'était maintenant qu'on a parlé un peu de ces différents types d'impacts. Donc là, je les ai résumés en disant impact direct des pathogènes d'une part, de la pollution d'autre part, impact indirect de ces pathogènes ou de ces polluants, et interaction entre les pathogènes et les polluants. Est-ce que vous, dans ce que vous avez déjà rencontré dans votre quotidien, vous avez déjà été confronté à ça, à un de ces types, et si oui, lequel? Donc, par exemple, des impacts directs de pollution, ça c'est vrai que dans les réserves naturelles, dans les milieux naturels, on l'expérimente quand même très souvent, y compris des impacts aigus comme des mortalités de poissons. Donc, je vois par exemple, il y a déjà 3 d'entre vous qui parlent de ce type d'impact direct. Alors souvent, ce qui est frustrant, on pourra en reparler dans la partie d'échange à la fin, c'est qu'on sait qu'il y a une mortalité directe due à une pollution aiguë, mais c'est souvent difficile d'identifier d'une part la pollution exacte et d'autre part les causes de cette pollution, ou en tout cas d'être capable d'agir dessus. On peut avoir aussi des impacts directs des pathogènes. Alors là aussi, ça peut être difficile de suivre. Par exemple, nous, on a eu des mortalités liées aux grippes aviaires dont je parlais tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas toujours évident de savoir quel individu est effectivement mort de la grippe et quel autre, par exemple, est mort parce qu'il a été abandonné. Enfin, par exemple, quand on parle des colonies d'oiseaux marins, on a eu beaucoup de mortalité sur les poussins. C'était difficile de savoir quelle part de cette mortalité est directement due à la grippe et quelle part est due au fait que, comme il y a eu déjà beaucoup de mortalité, un grand nombre de parents sont partis des colonies et il y a toute une partie de la mortalité qui doit être due à l'abandon et pas directement aux pathogènes. Donc, c'est jamais évident, même quand on a l'impression qu'on a un impact direct évident, comprendre comment s'est fait cet impact et comment lutter contre, c'est pas forcément facile. Donc, si on n'a pas plus de réponses, on va peut-être s'arrêter là. Mais ce que je vois, c'est que, en tout cas, il n'y a pas de réponse sur les impacts indirects ni sur les interactions. Et vraiment, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ça veut dire que c'est plus difficile de les détecter. Et en particulier, quand on n'y est pas sensibilisé, c'est plus compliqué à voir. Donc maintenant, on a vu pourquoi ça nous touche,
Donc, je ne doute pas que vous saviez déjà que vous y étiez confronté au quotidien, mais peut-être on a essayé de voir toute la complexité de ces pressions-là. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, comment ça change notre quotidien? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, une première chose, c'est vraiment s'informer, c'est-à-dire savoir où on en est au niveau de la situation sanitaire du lieu dans lequel on travaille ou sur lequel on travaille. Alors, j'ai pas pu vous mettre des sources d'informations nationales pour chacun de vos pays. Donc, j'ai surtout accentué sur des sources internationales qui sont déjà vraiment intéressantes, mais vous pouvez ensuite vous rechercher pour chaque pays ou si vous ne trouvez pas, on pourra répondre à vos questions par la suite et vous redonner pour chaque pays des sources d'informations. Au niveau international, il y a bien sûr deux grandes sources. D'abord l'OMS. Donc, quand vous allez sur le site de l'OMS, vous avez vraiment des bulletins d'information, soit par maladie. Par exemple, vous vous demandez où on en est sur les cas humains de grippe aviaire, bah, vous pouvez les suivre, ou des cas de maladies vectorielles, par exemple. Euh, mais vous avez aussi des actualités plus générales et des actualités par zone géographique. Donc, vous pouvez regarder par zone géographique quelles sont les maladies qui sont reportées dans votre zone actuellement, quelles sont les mises en garde, etc. Et puis, peut-être quelque chose qui vous touche plus directement, ça va être l'équivalent, mais pour la santé vétérinaire, qui s'appelait anciennement l'OIE, qui s'appelle maintenant l'OMSA. Donc, c'est l'organisme mondial en santé animale. Et là aussi, il va y avoir un site où on va avoir la situation sanitaire. Et là, vous avez vraiment un système de cartes qui s'appelle WAIS. Donc, vous pouvez aller sur le site et en cherchant les cartes, on a des cartes interactives et ces cartes, on peut zoomer à l'échelle qu'on veut. Et donc, vous pouvez vraiment zoomer même juste sur votre région pour voir tous les cas qui sont reportés. Et c'est principalement les maladies à déclaration obligatoire, mais en fait, ça regroupe beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, notamment les grippes aviaires, la maladie du West Nile, la tuberculose, beaucoup de maladies, la peste porcine africaine, etc. Beaucoup de maladies qui peuvent à la fois toucher l'homme, les élevages et les populations sauvages. Donc déjà, voir ces deux sources d'information, c'est déjà un bon début. Et puis au niveau européen, vous avez le CDC et l'EFSA, donc c'est l'équivalent de l'OMS, mais à l'échelle européenne. Et puis bien sûr, vous aurez des sources nationales. Donc là, j'ai marqué la plateforme ESA, qui est pour la France, mais en fait qui fait aussi de la veille internationale. Donc pour tous les francophones, ça peut être une bonne source d'information. Il y a des bulletins de veille internationale toutes les semaines. Donc ça, vous pouvez aller voir pour tous ceux qui sont francophones. Et après, bien sûr, vous avez des sources nationales, et notamment les ministères de la Santé et de l'Agriculture, normalement, sont des sources relativement fiables de suivi des pathogènes qui circulent. Donc, savoir quels sont les risques dans la zone sur laquelle vous travaillez. Et donc, qu'est-ce que ça va faire pour vous de connaître ces risques-là? Ben, une première chose qui paraît évidente, mais qui est vraiment importante, c'est de dire ben, quand vous avez un problème de santé, vous ou votre équipe, eh bien, savoir que vous êtes exposé à des risques spécifiques du fait de votre travail et le dire à votre médecin. Parce qu'en fait, et c'est vraiment pas anecdotique, je veux dire, nous, dans notre structure où on est une centaine de personnes, presque chaque année, on va avoir une maladie infectieuse atypique qui se soigne relativement bien dans la plupart des cas, mais elle se soigne si on a identifié qu'est-ce que c'était. Et donc, pour identifier qu'est-ce que c'était, il faut dire quels sont les risques particuliers. Par exemple, on a un de nos salariés qui a eu une mycobactérie, donc c'est la famille de la tuberculose, atypique, qui normalement n'est connue que chez les aquariophiles, les gens qui aiment beaucoup les poissons. Et en fait, c'est parce qu'il travaille dans une zone humide et les médecins ont mis plusieurs mois à trouver parce qu'il avait juste dit je travaille en Camargue. Mais ils n'avaient pas compris qu'il travaillait vraiment tous les jours dans l'eau. Et en fait, une fois qu'il leur a dit ça, et tout de suite, il a pu avoir les bons traitements. Donc, pour dire que ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir plein de choses graves, mais il faut vraiment dire, dès que vous avez des symptômes, quelles sont vos sources d'exposition pour être capable de trouver ces maladies qui, parfois, en population en général, sont très rares, alors qu'elles sont relativement courantes dans nos métiers. Ça veut dire aussi qu'il faut appliquer des règles de sécurité de base, de biosécurité, qui peuvent être à
à faire varier en fonction du risque. Donc, il y a des règles de sécurité de base. Alors là, vous avez une photo de quand on travaille, nous, avec les chasseurs. On s'est beaucoup amélioré depuis. Là, c'était il y a 5-6 ans. Mais vous voyez que, bon, moi, j'ai une blouse et des gants. Ça pourrait être mieux, hein. Je pourrais avoir des lunettes et un masque. Mais bon, c'était avant le Covid. J'ai quand même une blouse et des gants et mes collègues directs aussi, mais on voit les chasseurs qui sont en train de découper les sangliers derrière, et en fait ils sont en train de fumer, donc de mettre leurs mains à leur bouche, tout en découpant du gibier et en se découpant un petit peu en même temps. Et ils n'ont pas de gants, etc. Donc là, on est très mauvais sur ce plan-là. Donc c'est pour dire que bah, vous, ça serait bien que vous mettiez en place des règles de sécurité pour vous protéger, vous et vos équipes, mais vous pouvez aussi être, et là on n'est pas un très bon exemple, on pourrait faire mieux, une salle de déco. Vous devriez aussi essayer de dire aux personnes avec lesquelles vous êtes amené à travailler, que ce soit le grand public ou des chasseurs par exemple, ou des agriculteurs, essayer de sensibiliser à l'importance de mettre en place ces règles de biosécurité, parce que sinon ça peut amener à des cas qui sont assez graves. Et donc, ça comprend tous vos collègues, les étudiants, etc. Et comme je disais, oui, on peut être amené à faire varier ces règles de biosécurité. Donc, par exemple, par rapport à la grippe aviaire, on sait qu'on peut facilement transmettre le virus d'un endroit à l'autre. Par exemple, si on nettoie pas bien son matériel ou ses chaussures. Et donc, nous qui allons visiter des zones humides différentes dans une même journée, par exemple, on doit être très vigilant à ça. On va nettoyer toutes nos chaussures, on va nettoyer tous nos vêtements, on va changer le kit de matériel qu'on va utiliser d'une population à l'autre pour éviter de transmettre le virus d'une population à l'autre. Donc, on se protège nous, on protège nos collègues, mais on protège aussi les espèces sur lesquelles on va travailler. Ça peut être le cas aussi pour des espèces d'amphibiens, quand on va d'une population à l'autre et qu'il y en a qui sont impactés par un pathogène et pas les autres. C'est vrai aussi pour des chauves-souris, etc. Et un autre élément, c'est qu'on peut être acteur du recensement des cas. Donc, bien sûr, bah, si on est nous-mêmes malades, c'est notre médecin qui va rapporter le cas s'il y a un rapport à faire. Mais par contre, si on observe des mortalités suspectes dans notre réserve naturelle, par exemple, ou quand on fait notre suivi, bah, ça, on peut le rapporter. Alors, pareil, c'est très différent d'un état à l'autre et d'une situation sanitaire à l'autre, quelle espèce on doit signaler, dans quelles circonstances, etc. Donc, je n'ai pas pu vous mettre des références pour chaque pays, mais le mieux, en général, c'est d'avoir un vétérinaire de confiance à qui on peut poser ce type de questions-là. C'est-à-dire dire, bah, là, j'ai trouvé telle espèce avec plusieurs individus morts, à qui je le dis, est-ce qu'on est dans une situation de crise ou pas? Donc, vous aurez eu une partie des informations si vous suivez les sources dont je parlais tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir aussi un vétérinaire référent qui peut aider bah, d'une part à dire vers où se tourner, mais aussi qui peut faire une analyse post-mortem, par exemple, au moins pour les maladies les plus simples, entre guillemets, à détecter, et dire, bah oui, là, c'est telle maladie, je ne sais pas, ça peut être du botulisme, ça peut être autre chose, et donc là, il faut mettre en œuvre telle règle de biosécurité. Alors, d'autres actions plus complexes, ça peut être de commencer à penser à avoir des plans de gestion des crises. Donc là, on peut se dire, bah, j'ai eu une crise sanitaire dans mon espace naturel et je veux être capable de mieux y faire face la prochaine fois, ou mes voisins ont eu une crise récemment et je voudrais être capable, moi, d'y faire face plus efficacement. Que ce soit pour des polluants ou des pathogènes. Et en général, on va faire un plan qui est destiné à une maladie ou une pollution en particulier, mais le fait de l'avoir mis en œuvre va beaucoup faciliter la gestion de toute crise sanitaire, quelle qu'elle soit. Et donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire, si j'avais une crise, qu'est-ce que je ferais avant pour m'être préparée? Qu'est-ce que je vais faire pendant? Comment je vais agir et avec qui? Et qu'est-ce que je vais faire après? Et donc là, ça va supposer de se mettre en interaction avant la crise avec bah, le public qu'on est amené à côtoyer, avec éventuellement les éleveurs, les agriculteurs, avec des scientifiques qui peuvent donner une expertise pour bah, donner des façons de surveiller, par exemple, des façons de suivre la circulation d'un pathogène ou de surveiller la présence d'un polluant, et puis éventuellement d'y faire face. On va se mettre en lien avec les autres gestionnaires d'espaces naturels, avec
les médias, parce que la gestion médiatique d'une crise peut être très impactante sur l'évolution des impacts justement de la crise. On va se mettre en lien avec les autorités de la santé publique, avec les chasseurs, avec des vétérinaires, éventuellement avec le monde du tourisme si on accueille des touristes, etc. Donc un premier élément quand on met en place un plan de gestion des crises, c'est juste de commencer à échanger avec des personnes avec lesquelles soit on n'est pas directement en lien au quotidien, soit on l'est mais pas du tout sur ces thématiques-là, et se dire comment on va se répartir les rôles s'il y a tel problème qui nous arrive et comment on va faire pour agir ensemble et pas chacun de son côté de manière désordonnée. Et puis, on va traiter différents items, donc notamment la prévention, comment on va faire pour éviter qu'il y ait une crise, en fait, ou pour limiter son ampleur en amont. Comment on va à la fois avoir de la connaissance de ce qui peut se passer, des mécanismes en jeu en amont, mais aussi pendant la crise. Et donc, avoir une connaissance de ce qui se passe, ça veut dire aussi surveiller pendant la crise. Comment je fais pour savoir, par exemple, si mon virus ou ma bactérie, elle circule dans ma zone naturelle? À qui j'envoie les prélèvements, avec quelle fréquence, dans quel cas. Donc ça pourrait, quand on ne s'est pas penché sur le problème, ça peut paraître simple, mais en fait, souvent, c'est très compliqué. Et donc, avoir bien défini comment on allait mettre en œuvre un protocole de surveillance, avec quels moyens, avec qui, ça peut être très utile. Et tout l'aspect communication est vraiment très utile, à la fois en interne, entre les différentes personnes impliquées, et avec les médias notamment. Et donc, un exemple de questions qu'on va pouvoir se poser, hein, c'est toute une démarche très complexe, mais on peut se poser comment je vais suivre des virus, par exemple. Est-ce que ça va être dans l'eau? Est-ce que ça va être chez des oiseaux sentinelles que je vais installer là? Est-ce que ça va être chez les oiseaux sauvages? Est-ce que ma surveillance, elle est toujours la même à partir du moment où j'ai eu un cas ou est-ce qu'elle évolue dans le temps? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre comme mesure de prévention? Par exemple, est-ce que j'interdis l'accès au grand public dès que j'ai des cas? Quels sont les freins que je vais rencontrer? Est-ce que c'est des freins parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir collaborer ou est-ce que c'est juste je ne vais pas avoir d'argent pour mettre en œuvre ces mesures-là? Comment je vais mettre en œuvre la communication? Quelles sont mes cibles de communication? Ou en tout cas, quels sont les gens avec qui je vais travailler pour atteindre ces cibles-là? Parce qu'en général, ce n'est pas notre métier direct de communiquer. Là aussi, quelles vont être les difficultés? Comment j'acquiers de la connaissance, avec qui je me mets en lien pour ça? Est-ce que je dois mettre en œuvre des suivis particuliers en dehors de la surveillance? Et une question qu'on ne se pose pas souvent, c'est comment je sais, j'ai une crise, par exemple, j'ai eu de la mortalité, à quel moment je dis que la crise, elle est finie? Et ce n'est pas forcément évident, parce que ce n'est pas forcément simplement, par exemple, quand il n'y a plus de mortalité, parce que si le pathogène ou le polluant est toujours là, on peut juste ne plus avoir de mortalité parce que le contexte pour l'espèce a changé. Par exemple, sa reproduction est finie pour l'année en cours, mais le danger est peut-être encore présent. Donc, une question importante, c'est se dire quand est-ce que ma crise, elle commence et quand est-ce que ma crise, elle finit selon ma surveillance et mes indicateurs. Et donc, on a un exemple, donc c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas beaucoup mis en œuvre, mais qui gagnerait vraiment à être mis en œuvre par les réserves naturelles, par les gestionnaires d'espaces naturels en général. Et donc, par exemple, le parc national de Prespa en Grèce a été confronté il y a déjà de nombreuses années à des premières mortalités sur des oiseaux d'eau, notamment des pélicans liés aux grippes aviaires. Et ils ont réuni un panel donc de gestionnaires, de responsables locaux, vétérinaires, élus, etc., et de scientifiques pour se dire si on a une nouvelle crise, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils avaient ce plan-là, qui est le plan qu'on voit sur la gauche, que vous pouvez télécharger sur le site du Parc national de Prespa. Et ils ont été confrontés il y a 2 ans à une forte mortalité de pélicans frisés. Et pendant la reproduction, au début de la reproduction, dans une zone, on voit un petit peu à droite, donc ce sont des lacs d'altitude qui ne sont pas forcément très faciles d'accès. Et ils se sont dit, du coup, qu'est-ce que je fais pour limiter l'impact de cette épizootie, de la circulation de ces virus? Et donc, eux, ils ont fait ce choix qui doit se faire au cas par cas, pour le coup, quand on est face à une grippe aviaire en colonie de reproduction. Ils ont fait ce choix pour ce gros oiseau qui se reproduit sur une période relativement large, de dire, on va essayer d'évacuer au maximum les cadavres qui représentent en fait des sources de virus très importantes, et éventuellement d'autres pathogènes, parce que s'ils pourrissent dans le milieu, ça peut faire des sources de pathogènes importantes et aussi attirer les prédateurs.
Et on va essayer de les évacuer un maximum pour que la reproduction de cette espèce-là et des autres espèces qui se reproduisent sur ces lacs-là puisse continuer après cette épizootie. Et donc, ça a été assez compliqué, mais ils avaient déjà les personnes avec lesquelles discuter. Donc, matériellement, ils ont eu des difficultés à mettre ça en place. Ils ont mis plusieurs semaines, mais au final, c'est ce qu'on voit sur la photo ici. Ils ont réussi à payer des pêcheurs et des véhicules d'évacuation pour aller porter à l'équarrissage plusieurs tonnes de pélicans. Et ils ont réussi à ce que la suite de la reproduction puisse avoir lieu. Donc ça, c'est pour illustrer, quand on est confronté à une crise mais qu'on l'a préparée, bah, c'est pas facile. De toute façon, ça ne se passe pas exactement comme on voulait. Il y a forcément des impacts, mais on peut réduire les impacts. Et plus on va être habitué à travailler ensemble et à s'être préparé à ces problématiques qui ne sont pas notre cœur de métier au départ, plus on va être capable d'y faire face. Et souvent, on va être moteur aussi avec les autres acteurs, puisque les autres acteurs, comme je le disais au départ, ne vont pas forcément penser aux gestionnaires d'espaces naturels quand ils vont préparer la gestion de crise. Et donc, pour qu'elle soit préparée aussi dans ces réserves naturelles, il faut que nous en soyons acteurs et qu'on incite les autres acteurs à se mettre autour de la table pour préparer ces plans de gestion des crises. Une autre façon concrète et complexe de prendre en compte l'approche One Health, c'est quand on prépare des projets ou quand on est en plein dans un projet de restauration, de prendre en compte cet aspect de la santé. Sachant que c'est pas simple, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah, je vais restaurer, donc juste, je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucun polluant, et puis je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucun pathogène, comme ça on sera bien. Mais là, c'est ce que dit Blanche-Neige, voilà, je vais tout nettoyer, mais en fait, oups, bah, être capable déjà de connaître tous les polluants qui sont là, donc c'est une grande diversité de polluants, par exemple de pesticides, de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, etc. Donc, c'est très difficile déjà de savoir ce qui est présent. Et puis, quand on parle des pathogènes, je le disais au tout début, les pathogènes, ils ne sont pas forcément problématiques en eux-mêmes, ils font partie de la biodiversité normale. Et donc, le but du jeu, ce n'est pas forcément de s'affranchir de tous les pathogènes. Au contraire, on risque de déséquilibrer le système, et notamment les microbiomes, par exemple. Et le but du jeu, c'est d'avoir un contexte où on n'a pas de problématique de conservation liée à la pollution ou aux maladies, où on n'a pas de menace pour la conservation des populations du site liées à la pollution ou à la maladie. Ce n'est pas forcément d'avoir aucun polluant ni aucun pathogène. Et donc, on a parlé des lapins tout à l'heure. Ça peut être le cas quand on parle de restaurer des populations, donc par exemple de relâcher des populations, de se dire, et là encore, c'est assez complexe, c'est-à-dire, par exemple, pour les lapins, on pourrait se dire, bah, juste, je vais faire en sorte que mes populations de lapins soient vaccinées, et puis comme ça, je suis tranquille. Mais en fait, c'est pas si simple, puisque je vais les vacciner quand je vais les relâcher, mais ce vaccin, il va pas durer toute la vie du lapin que j'ai relâché, puis il va surtout pas durer pour sa descendance. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que je laisse la sélection, une partie de la sélection liée à ces maladies se mettre en œuvre sur la population que je relâche et comme ça, on va être capable de sélectionner des individus tolérants et je vais avoir une plus grande survie à terme, à long terme sur ma population. Donc voilà, ce n'est pas forcément des stratégies très simples, il n'y a pas de stratégie miraculeuse, mais en tout cas, il faut prendre en compte ces pressions-là quand on met en œuvre de la restauration, par exemple de population. Et si on le fait correctement, on peut aussi appuyer sur ce levier-là quand on essaye par exemple, d'obtenir des financements pour nos plans de restauration, en tout cas de convaincre les autres acteurs de leur bien fondé. Ben, on peut aussi dire, dans certains cas, si c'est bien fait et bien pensé, que nos actions de restauration ont un impact positif sur la santé humaine. Puisque, par exemple, donc là, c'est ce qu'on voit dans le petit encadré 1, si j'ai une plus grande diversité, une plus grande biodiversité, donc là, on parle de microbes, mais de plus grande biodiversité en général, eh bien, je vais être exposée de manière générale à une plus grande diversité, et donc mon système immunitaire, il va être mieux préparé, et donc je vais développer, par exemple, moins d'allergies ou moins de maladies auto-immunes. Et puis, même chose avec, par exemple, l'effet de dilution. Si j'ai un plus grand nombre d'hôtes dans ma population naturelle, dans la faune de mon espace, je vais avoir potentiellement moins de transmission de certaines maladies, comme la maladie de Lyme. Donc, si c'est bien fait, si c'est bien pensé, restaurer, ça peut être aussi bénéfique pour la santé publique.
Donc, un exemple où ça peut être positif, je suis dans un écosystème où j'ai une espèce végétale invasive. Donc là, c'est l'épine vinette, si je ne dis pas de bêtises, Japanese Barberry. Et je vais enlever cette espèce invasive végétale dans mon écosystème. Donc, c'est une des actions de restauration. Cette espèce, elle était très favorable à la présence d'un tique vecteur de maladie de Lyme. Donc là, c'est un tique dur du genre Ixodes qui se fixe sur tout type de mammifères, dont les humains. Et donc, je vais avoir moins de ces vecteurs et donc je vais avoir moins de risque de cette maladie vectorielle. Donc ça, c'est un exemple positif. Mais il faut qu'on fasse attention, et je reviendrai à cet exemple positif après, il faut qu'on fasse attention puisque si ce n'est pas pensé, en fait, on peut avoir aussi des exemples négatifs. Si on fait la restauration sans penser à ces risques pour la santé humaine, on peut aussi avoir des effets négatifs. Donc, on voit par exemple ici une publication où on a eu une liste de programmes de restauration avec leurs impacts où on en a plusieurs, où on a la réduction. C'est tous les premiers exemples. On voit qu'on a une réduction des moustiques, de leurs larves, de la maladie de Lyme, donc tout bien. Mais la dernière, ben, on voit qu'on a eu une reforestation. Donc ça, on pense que c'est positif et globalement c'est positif, mais si ça n'a pas été fait en pensant aux risques liés aux maladies qui peuvent être présentes dans cette forêt-là, ben, on peut avoir une augmentation de l'incidence de la maladie de Lyme. Alors qu'on peut imaginer que si on l'avait pensé différemment, soit en ayant des essences différentes, soit en ayant en même temps un plan de prévention pour la population locale, etc., on aurait pu éviter cet impact-là. Et pour revenir sur les impacts positifs, ils peuvent être vraiment très importants. C'est ce qu'on voit ici donc on se trouve en Afrique de l'Ouest et dans les années 80, on a des barrages très importants qui ont été mis en œuvre et qui ont altéré la continuité écologique des rivières et donc notamment la présence de cette crevette qui était un gros prédateur de différents mollusques et dont les mollusques d'eau douce qui transmettent un parasite qui sont les schistosomes. Et donc, en fait, cette crevette était très peu présente après les années 80 dans les rivières parce qu'elle ne pouvait plus remonter ces rivières-là. Et donc, en amont des barrages, elle n'était plus là. Et suite à cette construction de barrages, on a eu une augmentation des cas de schistosomiase qui a été très importante chez les humains. Donc, en gros, les schistosomes, ils vont être portés et multipliés par ces hôtes que sont les petits mollusques. Ensuite, les larves vont aller rentrer dans la peau des baigneurs, de tous les gens qui vont dans l'eau, donc une grande partie de la population. Et puis, ils vont aller un peu partout dans le corps. Alors, ils vont se reproduire soit dans la vessie, soit dans les intestins, mais en fait, il y a des larves qui vont aller un petit peu partout. Ça va faire des inflammations. Et d'une part, ça va beaucoup affaiblir, et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à tuer. Et donc, il y a une très forte prévalence donc, c'est un problème de santé publique très important. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant recoloniser la rivière par ce prédateur que sont les crevettes, on pouvait très fortement baisser, voire quasiment annuler en traitant également la population en même temps, le risque de circulation de ce parasite qui était un problème de santé publique très important. Donc voilà, dire que restaurer des écosystèmes ou des populations, ça peut être vraiment très bénéfique pour la population humaine et ça peut être assez rapide. Mais par contre, ça peut aussi être un risque. Et donc, il faut vraiment inclure cette problématique-là quand on réfléchit à une problématique de restauration. Et donc, le message un petit peu, c'est de dire aussi, on ne peut pas tout contrôler. Ce n'est pas du jardinage quand on restaure. Il y a forcément un certain niveau de risque. Et donc, on va avoir des aspects positifs. Donc là, par exemple, si on est dans une zone humide qui est proche d'un habitat urbain, ben, on va permettre de réduire le stress, on va pouvoir maintenir des liens sociaux. On va aussi venir mitiger les impacts du changement climatique, puisqu'on crée des zones refuges pour les fortes chaleurs. Mais en même temps, on va avoir quand même quelques vecteurs, on va avoir des allergies, on va avoir des maladies telles que la leptospirose. Et donc, il va falloir être conscient de ça, ne pas se cacher en disant bah, juste on va apporter de la nature, donc c'est forcément tout bien. Non, on a forcément des risques qui sont inclus avec ça, et il faut les prendre en compte quand on réfléchit à cette restauration. Donc, quand on parle de restauration, on doit prendre en compte les pathogènes et les polluants. On doit avoir de la connaissance par rapport aux mécanismes qui sont en jeu pour prévoir les risques potentiels et les prévenir.
Et on a toujours des risques potentiels qui vont rester, donc il faut qu'on en soit conscient pour limiter les impacts. Alors, je ne vais pas m'étendre sur d'autres éléments qui peuvent être accrochés à l'approche One Health au-delà de la pollution et des pathogènes, mais quand même, ce sont des pistes potentiellement à explorer, notamment une fois qu'on est en lien avec les acteurs des systèmes de santé, etc. Et c'est des choses qui commencent à se développer pas mal en Europe, notamment en France. Nous, gestionnaires d'espaces naturels, comment on peut être acteurs des systèmes de soins. Et notamment, par exemple, on va avoir la capacité à réduire le stress en général, mais par exemple, traiter des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire venir avoir des patients. Alors, ça se fait beaucoup d'avoir des espaces verts dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux qui vont traiter ces personnes-là. Mais des programmes pilotes commencent à montrer que avoir des ateliers où ces personnes vont être régulièrement amenées, par exemple, par un gestionnaire d'espace naturel dans un espace naturel où on va avoir non seulement cette biodiversité qu'on peut avoir un petit peu dans un jardin avec le passage des saisons, etc., mais aussi ce caractère imprévu, cette dimension, le fait que la nature, entre guillemets, est plus grande que nous, qu'elle n'est pas complètement contrôlée par l'homme, etc., qui vont être des facteurs très positifs pour toutes ces maladies neurodégénératives ou pour des suivis de personnes handicapées mentales, par exemple. D'autres pistes sur le même type d'approche, c'est pour les personnes suite à des chimiothérapies qui font face à beaucoup d'effets collatéraux de ces chimiothérapies. Donc des insomnies, des douleurs persistantes, une fatigue, une dévalorisation, une anxiété, enfin, beaucoup de choses qui persistent même après que la chimiothérapie ait fonctionné, entre guillemets. Eh bien, on voit, encore une fois, par des études pilotes, que emmener ces personnes en atelier dans des milieux naturels et pas seulement dans des espaces verts, ça peut avoir des effets très bénéfiques assez rapidement et à long terme. Donc, c'est pas juste de dire la nature c'est bon. Il y a vraiment des études scientifiques poussées qui montrent que ça peut être des approches efficaces, peu chères et qui nous mettent, nous, gestionnaires des espaces naturels, dans la place d'un acteur du système de santé. Donc, encore une fois, je ne vais pas détailler beaucoup cet aspect-là, mais vous pouvez avoir ça en tête si jamais vous êtes en lien avec des responsables de santé publique, avec des médecins, avec des associations, de dire oui, pourquoi pas, nous, on peut aussi être engagés dans ce type d'approche et ça peut devenir une de nos compétences. Alors, pour finir, cet aspect avant les échanges qu'on va pouvoir avoir, est-ce que, on a parlé des différentes actions qu'on pouvait mettre en œuvre, est-ce que vous pensez avoir déjà mis ce type d'action en œuvre, de la plus simple, s'informer sur la situation sanitaire, à la plus complexe, c'est-à-dire, par exemple, prendre en compte dans les projets de restauration cet aspect santé ou mettre en œuvre un plan de gestion des crises ou, à l'intermédiaire, appliquer des règles de biosécurité qui peuvent évoluer avec la situation sanitaire. Alors, je vous laisse répondre. Peut-être que vous en avez marre de répondre sur votre téléphone. On va voir si ça fonctionne ou pas, sinon on va passer à la suite. Donc, restez informés. Il y en a certains d'entre vous qui le font. Ça, c'est vraiment une base que je conseillerais à tous ceux qui le peuvent de faire quand vous le pouvez, quand vous y pensez, trouver une source d'information qui n'est pas trop compliquée à suivre et qui est fiable et la regarder régulièrement, quoi. Donc, ça peut être, comme je disais pour les francophones, la plateforme ESA, ça peut être l'OMS, ça peut être l'OMSA. Et ça peut vous aider à appliquer des règles de biosécurité. Et encore une fois, pour ces règles-là, n'hésitez pas à avoir un vétérinaire référent, que ce soit formellement ou informellement, qui vous permettent d'avoir de bons conseils sur les règles de biosécurité et sur le report de cas suspects, par exemple, et sur la capacité à savoir vers qui vous tournez pour, par exemple, connaître la cause d'une mortalité suspecte que vous détectez sur votre site. Donc, on voit, oui, que certains d'entre vous sont déjà informés ou essayent déjà de s'informer et qu'on a déjà la mise en place de certaines règles de biosécurité. Et pour le reste, bien sûr, c'est des choses plus complexes et qui, à la base, ne sont pas notre cœur de métier. Donc, c'est normal que vous n'y étiez pas
forcément encore confrontés, mais ben, on en parlera. Ça peut être des choses à envisager par la suite et c'est des choses pour lesquelles on peut apporter, nous, une expertise, par exemple. Et donc, une autre question, mais on va pouvoir en parler aussi à l'oral, c'est de dire, ben, maintenant, on y reviendra avec Marion, ben, là, une première étape que nous vous proposions, c'était un premier webinaire sur cette approche Une seule santé, donc, que vous avez suivi en direct, mais qui sera aussi disponible en replay. Est-ce qu'un autre webinaire sur une autre thématique ou sur un aspect très spécifique de la thématique qu'on a abordée pourrait vous être utile? Est-ce que ça peut être un retour d'expérience? Par exemple, en début d'année, on avait fait à la Tour du Vala un webinaire avec les gens de Prespa, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça peut être juste des membres du réseau qui parlent de leur expérience, qu'elle soit déjà très avancée dans le sens, on a un plan de management des crises, mais ça peut être aussi juste, bah, j'ai été confrontée à ça et dans ce problème-là, j'ai eu tel frein et je me pose telle question. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on envisage. Sous forme de webinaire aussi, par exemple, avec une traduction, c'est possible également, ou des éléments de formation. Donc, est-ce qu'on organise une formation en ligne ou en présentiel de 2 ou 3 jours sur l'approche Une seule santé appliquée à la conservation en général ou encore une fois sur un aspect plus particulier? Ou est-ce que ça va être une demande d'expertise ponctuelle sur des projets, par exemple des projets de restauration, mais ça peut être d'autres types de projets de gestion, des plans de gestion, ce genre de choses. Donc là, je vois de ceux qui répondent qu'il y a beaucoup de demandes de partage d'expérience. Donc ça, on va pouvoir en discuter, puis on pourra aussi prendre des demandes par mail. Enfin, mais en tout cas, on peut envisager d'avoir par la suite un nouveau webinaire qui serait plutôt une ou plusieurs personnes qui témoignent sur l'expérience qu'ils ont eue et puis en échange à la fois sur d'autres personnes qui ont pu avoir le même type d'expérience et avec éventuellement des experts qui peuvent apporter des connaissances sur la crise qui a été subie ou qui a été vécue par les personnes. Donc ça peut être une première piste en effet. Merci d'avoir répondu. Donc, si je dois terminer cette première partie avant qu'on échange, bon, j'ai commencé en vous disant, voilà, l'approche Une seule santé, c'est quelque chose de très large et il suffit de se rappeler que ça veut dire la santé humaine, la santé vétérinaire et la santé des écosystèmes sont liées et on ne peut généralement pas traiter complètement une problématique d'une de ces santé sans traiter les autres. Et donc, ça veut dire qu'il faut traiter d'une part en alliant les personnes des mondes qui travaillent dans la santé humaine, dans la santé vétérinaire et dans la conservation, et aussi en ayant plusieurs disciplines qui travaillent ensemble. Euh, Ça vous affecte directement d'abord en tant juste qu'être humain parce que vous êtes vous-même exposé à ces pathogènes et ces polluants. Ça, c'est un élément vraiment important. Et donc, ça vous touche dans vos actions du quotidien aussi par des impacts directs, par des impacts indirects, par des pressions qui jouent en même temps les unes avec les autres et parfois de manière complexe. Ce n'est pas seulement des pressions qui sont négatives et qui s'ajoutent les unes aux autres, comme on l'a vu par exemple avec les parasites qui permettent de dépolluer certains poissons. C'est vraiment des mécanismes complexes. Et puis, ça peut engendrer tout un panel d'actions très différentes que vous pouvez mettre en œuvre, qui vont de votre propre protection et celle de votre équipe à vraiment la mise en œuvre de plans d'action pour la gestion des crises sanitaires ou à la prise en compte de ces enjeux dans des plans de restauration, voire au fait de devenir un acteur du système de santé. Et donc, c'est ce que je disais, les règles de biosécurité, la restauration, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention et maintenant, on va avoir une grosse demi-heure où on peut échanger. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Si c'est le cas, je vais pouvoir y répondre directement. Non, il n'y en a pas eu dans le chat. Donc là, c'est Salima qui va vous ouvrir les micros si vous levez la main et on peut avoir une grosse demi-heure pour échanger oralement. Et vous pouvez parler à la fois en anglais et en français. Donc, moi, je vais répondre toujours en français traduite, mais vous pouvez poser votre question soit en français, soit en anglais.
Et si vous n'avez pas de questions directes, vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez déjà expérimenté, quelles questions vous vous êtes posées à ce moment-là, euh, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés quand il y a eu une pollution particulière ou l'impact d'une maladie dans le site sur lequel vous travaillez. Si vous ne devez pas prendre la parole, vous pouvez le dire par écrit également. Alors, je crois qu'il y a des questions qui sont en train de venir. En attendant, je peux dire qu'après, on vous fera passer aussi un questionnaire à la fois de satisfaction, mais justement sur les pistes pour la suite, pour commencer à élaborer avec vous la suite de ce qu'on pourrait faire sur cette approche Une seule santé. Alors, je crois qu'il y a une question. Sinon, dites-la moi en off et j'y réponds. Sajmir, normally you can speak. Yes, thank you very much for your presentation. Very good to follow this Oui, interesting. merci infiniment pour votre présentation. C'était une présentation très intéressante. J'ai une question, bien sûr. La question porte sur le fait que l'on gère différents écosystèmes, par exemple les zones côtières, les zones humides et les écosystèmes terrestres. Et je vous demanderais quels sont les écosystèmes les plus risqués avec lesquels on travaille? Les zones côtières, les zones humides ou les zones montagneuses ou terrestres en termes de problématiques sanitaires? Tous les écosystèmes peuvent être en lien avec des problématiques de santé, qui soient des écosystèmes côtiers, des zones humides, des écosystèmes terrestres, la forêt. Ils vont tous être liés à des risques un peu différents. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'eau en général va souvent être liée à des problématiques, en particulier l'eau douce. Mais cette eau douce, on peut aussi l'avoir en zone côtière. C'est vrai que tout ce qui est zone humide, tout de suite, comme je l'ai dit, tous les écosystèmes aquatiques vont être très sujets à des effets de pollution qui peuvent être liés à tout le bassin versant, donc qui peuvent agrandir l'échelle des sources de pollution. Les écosystèmes terrestres sont aussi sujets à des sources de pollution, mais souvent les écosystèmes aquatiques vont subir des pollutions à une échelle différente. Ces écosystèmes aquatiques vont être particulièrement sujets à tout ce qui est maladies vectorielles liées aux moustiques, mais on a vu que des écosystèmes terrestres comme les écosystèmes forestiers sont très liés aux maladies vectorielles liées aux tiques, par exemple. Donc, il y a vraiment des risques dans les deux cas. Après, ce qui va changer aussi, c'est, et un concept que je n'ai pas introduit ici, mais qui est vraiment important, c'est de dire, je l'ai un petit peu dit, que ce n'est pas la présence du parasite ou du vecteur qui est problématique, c'est vraiment le contexte dans lequel il va être présent. Et notamment, quand on parle de santé humaine, ça va être quelles sont les personnes qui s'exposent. Donc, on a dit, nous, gestionnaires d'écosystèmes, on va de toute façon s'exposer, quel que soit l'écosystème dans lequel on est, puisqu'on va venir y travailler, que ce soit la zone humide, la forêt, la zone côtière, etc. Mais par contre, la façon dont le public, le grand public, va s'y exposer va être différente. Et c'est sûr que quand on va être sur des zones humides qui sont proches des zones urbaines, et quand on va être en zone côtière qui très souvent, en particulier en Méditerranée, sont très fortement urbanisées, eh bien, on va avoir des grandes populations humaines qui vont être très fortement en lien avec ces écosystèmes-là. Et donc, tous les pathogènes et tous les polluants qui vont être là vont potentiellement exposer une grande population humaine. Mais, par exemple, quand on est en écosystème forestier,
on peut avoir, selon les contextes, quand même une présence humaine non négligeable. Et donc, on doit prendre en compte aussi ces risques-là. Pareil, quand on est en écosystème de montagne, souvent, on va avoir moins de grands publics qui sont présents, mais on peut avoir quand même ce grand public. On peut avoir la production agricole avec des produits qui peuvent ensuite toucher le grand public. Donc, on va de toute façon avoir des risques, mais qui sont différents. Et souvent, un des éléments à prendre en compte, c'est d'une part, quels sont les pathogènes et les polluants et leurs sources, mais aussi qui va être exposé à ça. Et souvent, les écosystèmes où on va avoir le plus de personnes exposées, ça va être les écosystèmes qui sont proches des centres urbains. Et très souvent, les zones côtières sont très proches des zones urbaines et parfois les zones humides et les forêts, par exemple. Thank you. Thank you very much. You're welcome. If you allow me to continue in my discussion Si vous me about... permettez de poursuivre avec mon échange sur la situation ici dans nos zones humides, en particulier dans le parc national de Viracasara, il y a une zone humide qui a été problématique pour la grippe aviaire, la pollution des moustiques. Ce sont des questions qui sont importantes, mais qui n'ont pas encore été adressées par les gestionnaires ou par les différentes autorités de santé publique ou de vétérinaires. La plupart des cas, les gestionnaires sont laissés seuls devant ces problèmes. Et c'est seulement à la fin pour vérifier ou analyser. L'Institut de santé publique ou l'Institut vétérinaire interviennent avec des conseils. Mais dans les premières étapes, ce sont les gestionnaires qui gèrent ce type de problématique. Surtout, bien que la pollution est un problème très important et on voit beaucoup de problèmes tels que la pollution de l'eau qui vient d'une zone plus large que les zones humides, les pesticides, les métaux lourds, les fertilisants. Et on voit les impacts sur les populations de poissons. Avec beaucoup de poissons morts, il y a beaucoup d'oiseaux qui mangent les poissons qui sont affectés. Et d'autres animaux sont affectés par la pollution. Mais le plus important, c'est les poissons pollués qui sont mangés par les consommateurs humains, qui affectent la santé humaine. Donc, comme vous l'avez évoqué dans votre présentation, il y a 2 ans, la Grèce a été vraiment un grand foyer de grippe aviaire et pratiquement la moitié de la population des pélicans est morte. Mais la maladie s'est propagée à travers tous les volcans en Albanie, en Monténégro et en Albanie, on a des cas semblables, mais seulement quelques cas de mortalité des pélicans. Mais afin d'adresser cela même à petite échelle, les gestionnaires n'étaient pas du tout préparés de gérer ce type de maladie. Et on n'avions pas de mesures préventives, il n'y avait pas d'équipement de protection. Donc, c'était très risqué de ramasser les cadavres et envoyer les échantillons au labo. Cependant, grâce au PRESPA, nous avons appris énormément et la Société de protection de PRESPA. Et maintenant, nous sommes conscients des conséquences de ces maladies et également comment gérer ce type de problème. Cependant, je suggérerais que dans le cadre du projet, quelqu'un du PRESPA pourra peut-être s'adresser à nous et partager avec nous leur expérience. Bien sûr, nous avons eu des retours d'informations de leur part de manière continue, mais ce serait une bonne chose que quelqu'un du PRESPA puisse partager leur expérience avec nous. Donc, merci beaucoup. Pour votre témoignage. Ça montre effectivement
effectivement qu'on aurait beaucoup à apprendre chacun en échangeant sur nos expériences. Et en effet, Olga Alexandrou de Prespa nous a fait un partage d'expérience là dans le cadre de la Tour du Valin, mais c'est vrai qu'on pourrait lui redemander de le faire dans le cadre de RESCOM et du CNB. Et de ce que vous dites, vraiment, ce qui ressort, c'est bah, vous savez que vous êtes confrontés à ces problématiques-là, elles sont vraiment très présentes, mais on se retrouve seul face à ça. Et je ne sais pas si c'est très rassurant, mais en France, c'est un peu la même chose avec la grippe aviaire. Et on est maintenant un réseau un peu informel de personnes à la fois gestionnaires d'espaces naturels, chercheurs, vétérinaires, etc. Qui échangeons informellement parce qu'en fait, on se retrouve toujours tout seul quand il y a des problématiques, puisque les pouvoirs publics vont d'abord essayer d'adresser la problématique en élevage, éventuellement s'il y a des problèmes en santé publique, et vont très peu se préoccuper, ou alors de manière très disparate en fonction des départements, de la mortalité en faune sauvage. Par exemple, on nous disait qu'il fallait porter les cadavres à l'équarrissage, ce qu'on a vu pour Prespa par exemple, mais selon les départements, à ma connaissance, il n'y a que 2 départements français qui ont mis en œuvre réellement cette possibilité, et pour tous les autres départements, on était laissés en plan à devoir se débrouiller tout seul. Donc vraiment, l'utilité de ces partages d'expériences, à la fois pour être mieux préparé soi-même et pour commencer à parler avec les différents acteurs, qu'ils soient locaux ou même d'autres pays, comme vous disiez, dans les Balkans, pour savoir à qui s'adresser quand on a des questions et quand on doit faire face à la crise. Et un élément simple dont vous parliez, c'est avoir un stock de protection classique. Donc, par exemple, vous avez dû en discuter, comme vous le disiez, avec les personnes de Prespa, mais avoir à disposition déjà des gants, des lunettes, des combinaisons, type combinaison agricole complète, et un virucide, par exemple, ça peut être des éléments très simples, peu coûteux, et qui peuvent servir dans tout type de crise, maladie infectieuse, et pour certains des équipements qui peuvent aussi marcher pour des polluants. Ou alors pour des polluants, si on sait qu'on va être affecté par des polluants de certains types, ça peut être avoir des masques qui permettent non seulement de se protéger de maladies infectieuses, mais aussi de se protéger de produits chimiques, par exemple des masques à cartouches, ce genre de choses qui, pour certains, les modèles les plus simples ne sont pas très coûteux et qui permettent voilà, de ne pas se mettre en danger quand on est affecté par ce type de crise, tout en étant capable de la documenter un petit peu en prélevant, par exemple, des poissons, comme vous en parliez. Et vous parliez de la problématique des poissons qui sont contaminés et qui peuvent être dangereux pour la population. Là, du coup, ça peut être de faire du lien avec des associations de consommateurs, avec des associations locales de santé, par exemple des associations de médecins, pour commencer à discuter de ces problématiques-là et voir comment on peut sensibiliser la population à ce genre de choses. Donc déjà, juste se mettre en lien et avoir un tout petit peu de matériel pour ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger ses collègues ou le grand public, par exemple. Yeah, thank you very much. Yeah, very interesting. Merci beaucoup, très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, Marion, je vais te laisser enchaîner. Ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des partages? Ou s'il y a une thématique que je n'ai pas abordée, que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas. Ça peut être par écrit aussi, hein. Si ce n'est pas le cas, on va faire la conclusion. Bon, on avait prévu un peu large, mais 1h30, c'est très bien comme timing. Un grand merci, Marion. Est-ce que tu peux couper ton micro? Oui. J'essaye. Je vais y arriver à un moment. Sinon, attends, oui, c'est bon. Hop, hop. Bon, voilà, sinon, ça résonne. Un grand merci, Marion, donc, pour cette présentation très claire, complète et très riche.
On espère que ce premier webinaire vous aura apporté voilà, des connaissances nouvelles, une meilleure compréhension de l'approche One Health et des enjeux associés. Donc un éclairage vraiment sur ce concept et peut-être vous a amené de nouvelles réflexions à creuser en lien avec vos activités et voir comment mieux intégrer cette approche autour de la santé dans les activités de gestion d'espaces naturels ou d'activités de restauration à mener. Donc là, pour les prochaines étapes, du coup, on a pu sonder à travers la petite question sur Mentimeter vos suggestions et besoins pour la suite des actions à prévoir dans le cadre du Think and Do Tank, ainsi que des actions de formation aussi dans le cadre du projet RESCOM. On a bien noté votre intérêt, en tout cas, pour avoir des échanges d'expériences, de cas pratiques de gestion de crise, d'épidémie notamment. Donc, Prespa a été mentionné, mais on va voir avec Marion quel programme on peut proposer pour la suite, donc en intégrant vos suggestions. Et donc, comme mentionné au tout début du webinaire, la session a été enregistrée. On vous enverra le replay ainsi que le PowerPoint et des ressources additionnelles si vous voulez creuser cette thématique. Et également un rapide questionnaire d'évaluation du webinaire. Donc, à la fois pour peut-être affiner vos besoins aussi sur les prochaines sessions à organiser, mais également sur le format, le contenu de cette première session. Vos retours nous seront très utiles pour améliorer l'organisation des prochaines sessions, puisqu'il s'agissait vraiment du premier, donc d'un test pour nous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à compléter ce questionnaire. On vous enverra ça d'ici la fin de cette semaine. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt donc, pour la suite des activités dans le cadre du Think and Do Tank du consortium. Merci. Merci.